Après, juste un petit rappel, une IgG, une IgM, c'est pentamérique. C'est du coup, plus le pic augmente, plus ça va faire en fait une certaine masse tumorale. C'est-à-dire que c'est assez différent d'avoir 20 grammes d'IgG, d'avoir 20 grammes d'IgM, comme l'a dit pentamérique. Et c'est pour ça que les syndromes d'hyperviscosité, vous les avez beaucoup plus souvent avec les IgM que les IgG. C'est possible, voilà, un peu avec les IgA, mais 30 grammes de pic avec une IgG, c'est rarement, assez rarement le cas, un syndrome d'hyperviscosité, tandis qu'avec une IgM, comme elle est 5 fois plus grosse, c'est tout à fait possible. Et puis les IgA, elles sont souvent bivalentes. Donc, je vous disais, la gammapatite signification indéterminée, ou le MGUS, c'est une pathologie très fréquente. C'est à peu près, qui augmente avec l'âge, et c'est à peu près 2 à 3%, comme vous le voyez là sur ce graphique, des personnes de plus de 50 ans, et ça augmente, on est presque à 6 à 8% des personnes de plus de 80 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose de fréquent. C'est dans la majorité des cas une IgG, et c'est souvent relativement de faible taux. Donc, comme son nom l'indique, c'est une gammapathie sans absolument aucun autre signe clinique associé, et c'est relatif, il faut que ce soit stable dans le temps. Comment ça se gère? C'est vrai que vous avez appris qu'une IgG, une IgA, on cherche les critères CRAB, c'est-à-dire la calcémie, l'anémie, la fonction rénale, la protéinurie. L'atteinte osseuse, disons qu'il y a la théorie et la pratique. Moi, je ne fais pas une IRM ou un scanner ou un PET scanner, tout patient avec 3 grammes de pic sans absolument aucune douleur. Voilà. Il y a des facteurs de faible risque de progression. Quand c'est une IgG, surtout, quand c'est moins de 15 grammes, quand c'est écrit là, quand c'est un ratio normal de chaîne légère, on est sur vraiment un faible taux de progression. Et dans ces cas-là, comme bilan, moi, je fais vraiment juste une calcémie, des chaînes légères au moins une fois pour être sûr qu'il n'y ait pas un déséquilibre du taux, et une protéinurie sur créatinurie, hein, pour pouvoir bien l'interpréter. Et si tout est normal, que c'est stable, vous le revoyez à deux fois, à 6 mois ou à 1 an, si c'est stable. Dans ces cas-là, moi, je fais un suivi par le médecin traitant avec une bio tous les ans. Et je leur dis, si jamais il y a une augmentation franche du pic ou l'apparition d'une anémie, d'une calcémie, d'une insuffisance rénale avec protéinurie ou douleur osseuse, je le revois en consultation. Donc, ça paraît relativement simple, ce que je vous dis. Après, il faut absolument toujours vérifier, je ne vais pas vous refaire le cours sur le myélome, mais qu'une hypercalcémie elle soit liée au pic monoclonal. Ça existe tout à fait, un pic à 3 grammes avec une hypercalcémie. Dans ces cas-là, il faut penser à faire le bilan d'hypercalcémie, être sûr que ce ne soit pas une hyperpara. Souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais un pic à 3 grammes est rarement responsable d'un myélome avec hypercalcémie. Donc, c'est important. Bonjour. C'est important, vos critères CRAB, à chaque fois, d'être quand même un petit peu critique dessus. Toujours refaire votre bilan d'anémie. C'est des patients qui sont âgés, donc ça peut être une syndrome myélodysplasique. Refaire votre bilan de carence pour les cytopénies. Pour la fonction rénale, ça s'interprète toujours avec la protéinurie, créatinurie. Hein, ça permet d'éviter le recueil sur 24 heures et les pertes. Hein, c'est validé par les néphrologues. Voilà, la calcémie, je vous ai dit, faire le bilan de l'hypercalcémie. Et puis les douleurs osseuses, ça dépend un petit peu. S'ils ont mal, moi je leur fais une imagerie. Et à l'imagerie, comme ça permet de faire la part des choses entre arthrose ou lésions lithiques. Donc ça, c'est la majorité des cas. Et une fois que vous avez éliminé tout caractère symptomatique de ce pic, voilà, il peut être suivi par le médecin traitant. Globalement, il est assez faible, hein, le risque, c'est 0,5 à 1% d'évolution vers le myélome ou la maladie Waldenström. C'est vrai que quand c'est une IgM, ça peut plutôt évaluer sur un lymphome, lymphoplasmocytaire, zone marginale ou Waldenström. Et dans ces cas-là, ce qu'il faut rechercher, c'est le syndrome tumoral ou les cytopénies. Et pour l'évolution, souvent, vous allez voir le pic qui progresse. Si le pic il reste à 3 grammes,
là, le patient a très peu de chances de progresser. Du coup, si c'est un IgM, il faut faire quoi comme imagerie? Disons que ça dépend un petit peu. Moi, je fais pas, enfin, c'est faire. Les recommandations sont, plus tu demanderas à des gens, plus ils te donneront des choses, des réponses différentes. Donc, si c'est un pic IgM, tu peux faire soit clinique. Tu vas juste évaluer l'état général, palper les ganglions, rechercher une hépatosplénomégalie. Tu peux faire une écho-abdo pour voir si elle n'a pas une grosse rate, ou tu peux faire un scanner TAP pour être sûr que tu n'as pas de ganglion. Donc après, on reste sur les lymphomes indolents. Donc on est dans le groupe Waldenström, zone marginale, folliculaire. Le critère de traitement, ce sera soit la masse tumorale, donc vous allez palper quelque chose, soit ce sera les cytopénies. Donc après, c'est disons un petit peu à l'appréciation du médecin qu'il voit. Ce n'est pas des maladies, ce n'est pas de la leucémie aiguë. Le diagnostic précoce ne va pas changer l'évolution. On est sur de l'indolent et on traite que lorsque ça devient symptomatique. Et donc voilà, cette entité entre les deux, entre le MGUS et le myélome Waldenström, c'est la gammapathie de signification clinique. Donc voilà, c'est juste avant de conclure à une gammapathie de signification clinique, éliminer également cette gammapathie, enfin, avant de conclure à un MGUS, éliminer une gammapathie de signification clinique, qui peut être liée à un clone plasmocytaire, lymphoplasmocytaire ou lymphocytaire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, dans la gammapathie de signification clinique, on aura des manifestations cliniques. Comme le nom l'indique, ça pourra soit être des pathologies de l'hémostase, soit ça pourrait être des pathologies cutanées, neurologiques, rénales, cardiaques, pulmonaires, ou encore d'autres choses. Et le lien causal de cette immunoglobuline et des manifestations cliniques n'est pas toujours forcément évident. Donc là, j'ai repris un petit peu les principaux mécanismes, comment fonctionne une immunoglobuline monoclonale, lorsqu'il y a une masse tumorale importante, mais là, on est plus dans le myélome ou la maladie de Waldenström. Cette immunoglobuline, si elle est vraiment présente de façon très importante, c'est là qu'on aura le syndrome d'hyperviscosité, surtout avec les IgM, ou soit la néphropathie acide myélomateuse, s'il y a vraiment un excès de chaîne légère très importante. Cette immunoglobuline, elle peut également entraîner une altération du système immunitaire. Vous savez bien que s'il y a un pic qui migre dans les gamma-globulines comme ici, là, vous devez avoir des gamma-globulines qui doivent être, disons, aux alentours de 40 grammes, avec un pic à 38 grammes. Donc, ça vous fait des gamma-globulines résiduelles à 2 grammes. Donc, vous avez une hypogamma-globulinémie relative, en fait, très importante, avec un risque infectieux. Il y a également des manifestations auto-immunes qui ne sont pas forcément toujours liées à ce pic, mais liées justement à cette altération du système immunitaire. Et après, il y a l'activité pathologique de l'immunoglobuline, qui peut soit avoir une activité d'auto-anticorps, soit une activité de dépôt, soit elle peut activer le complément, soit des mécanismes inconnus. Et également, ça peut être lié plutôt à la cellule tumorale, qui peut entraîner une sécrétion anormale de cytokines et être responsable de ces manifestations cliniques. Donc, vous voyez, le mécanisme n'est pas forcément toujours évident. Et donc, c'est vraiment toujours quel est le lien causal. Est-ce qu'on peut relier ces manifestations cliniques à ce pic monoclonal? Et si c'est le cas, c'est là qu'on se pose la deuxième question, c'est-à-dire quelle est la cellule qui produit cette immunoglobuline monoclonale? C'est ce que je vous disais, est-ce que c'est un lymphocyte, un lymphoplasmocyte, un plasmocyte? Donc, il faut se donner les moyens de rechercher vraiment ce clone. On reverra un petit peu à la fin pour justement proposer aux patients un traitement. Voilà. Donc là, on est toujours un petit peu dans ce concept des gammapathies de signification clinique, une cellule tumorale. Donc là, vous voyez des plasmocytes anormaux qui sécrètent une immunoglobuline pathologique qui aura soit une activité de dépôt qui pourra soit être organisée en fibrilles, microfibrilles, cristaux, ou soit non organisée. C'est plutôt dans le rein que l'on va revoir ça, mais ces dépôts, en particulier dans le cadre de l'amylose, peuvent se retrouver et dans la maladie de Randall, peuvent se retrouver dans tous les organes. Soit cette immunoglobuline peut avoir une activité d'auto-anticorps, de complexe humain et activer le complément.
ou soit c'est plutôt la cellule tumorale qui, par des mécanismes pas très clairs, va entraîner une sécrétion anormale de cytokines. Là, on est plus dans le POMS syndrome, on va revoir après. Voilà, des mécanismes inconnus, on ne sait pas forcément toujours le lien de causalité, mais parfois on voit que le traitement du clone permet la régression complète des symptômes cliniques. Donc là, je vous présente un petit peu par mécanisme les pathologies que l'on va revoir. Donc là, c'est ce que je vous disais, lorsque cette immunoglobuline, elle a comme activité anormale de dépôt, soit les dépôts organisés en fibrilles, donc là c'est l'amylose, en microtubules, ce sera la cryotype 1, ou les gomides, soit en cristaux, ce sera la maladie de Fanconi ou le crystal storing, ou soit en dépôts non organisés. On va revoir ça après. Ça, c'est plutôt des maladies qui sont plutôt rénales. Soit ça peut avoir une activité d'auto-anticorps, un petit peu comme dans les xanthomes, même si, ou les xanthomes nécrobiotiques, même si on n'a pas encore retrouvé exactement quel était cet anticorps dans la cryo type 2, dans l'angiome, dans les œdèmes angioneurotiques. C'est plus facile dans les neuropathies anti-MAG et anti-gangliosides, comme on peut vraiment rechercher dans le sang ces anticorps, ou dans la maladie des agglutinides froides. Cytokine médiée, donc il y a le POMS, avec une sécrétion vraiment anormale de VEGF que l'on peut doser dans le sang. Et après, c'est plus suspecté, comme dans le TEMPI ou le Schnitzler, on va revoir après. Une activation du complément, ça c'est plutôt les néphropathies AC3, probablement également dans le syndrome, dans le SHU atypique, et les mécanismes inconnus. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que tu as un pic monoclonal et ses manifestations cliniques. Et on essaie de comprendre après le mécanisme un peu physiopathologique, comment ce pic monoclonal il entraîne ces manifestations cliniques. Mais là, en tout cas, ces pathologies dont je vous détaille, même si le mécanisme n'est pas forcément clair, comme dans ce groupe-là, le lien de causalité a été montré avec en tout cas le traitement du clone qui permet la régression des signes cliniques. Voilà, le cutis laxa ou le syndrome de fuite capillaire. Donc là, on va revoir un petit peu ces différentes pathologies. On va les revoir assez rapidement, hein. Je ne vais pas vous faire un cours sur ces pathologies. Le but, c'est quand même de rentrer un moment. Mais on va voir plutôt que de les grouper par mécanisme, on va les regrouper un petit peu par atteinte d'organes. Donc, je voulais commencer un petit peu à vous parler de l'amylose AL. Du coup, le diagnostic, c'est un diagnostic histologique. Vous commencez par biopsier l'organe le plus facile à biopsier. Donc, en général, on commence par la biopsie des glandes salivaires et ensuite, on essaye de biopsier l'organe atteint. C'est important d'avoir de toutes les façons un diagnostic précis parce que le traitement, c'est quand même de la chimiothérapie. Ce qui est important et de ne surtout pas oublier, c'est vous faites votre biopsie, où vous allez rechercher justement ce rouge Congo, cette coloration rouge Congo et cette biréfringence en lumière polarisée, mais surtout ne pas oublier le typage, parce que comme vous le savez, il y a plein de types d'amylose, en particulier chez le sujet âgé, les amyloses à transthyrétine, aussi un contexte inflammatoire, les amyloses AA, ou également des amyloses héréditaires. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment que l'amylose AL. C'est-à-dire qu'en pratique, en fait, on va mettre sur la biopsie, c'est de l'immunofluorescence, c'est des anticorps anti-kappa et des anticorps anti-lambda. Si tu n'as qu'une fixation avec que des anticorps lambda, ben là, tu peux dire que c'est de l'amylose AL. Ils font également des autres anticorps transthyrétine ou AA. C'est l'IHC que j'avais parlé. Ouais, immunohistochimie. Donc, comme vous savez, c'est une atteinte maladie systémique qui touche tous les organes. Là, je vous ai montré quelques photos avec les hématomes périorbitaires qui sont liés plutôt à une atteinte vasculaire où il peut y avoir de l'amylose dans les vaisseaux. Et également, c'est au fait finalement qu'on cligne énormément des yeux. Et c'est pour ça, justement, lié à cette fragilité capillaire qu'il y a cet hématome en lunettes. Il y a également une baisse du facteur 10.
c'est plutôt envoyé par un mécanisme d'absorption, ce qui peut expliquer les manifestations hémorragiques des amyloses AL. Puis là, vous voyez une belle image de macroglossie. Donc, quand vous voyez un patient, enfin, quand vous verrez un patient avec un pic monoclonal, au moins juste lui faire tirer la langue, parce que parfois, ils ont vraiment des langues impressionnantes, comme cette dame-là. Ce n'est pas juste anecdotique. Et puis ensuite, c'est faire un petit peu le bilan de toutes les atteintes. Le bilan rénal, c'est-à-dire une protéinurie. Ce sera une atteinte glomérulaire, donc une protéinurie glomérulaire faite que d'albumine. L'atteinte cardiaque, qui en fait vraiment toute la gravité de la maladie. Donc, au minimum, c'est vraiment un BNP tropo qui permet de classer la maladie, une écho-cœur, si possible, par quelqu'un qui sait ce que c'est que de l'amylose. Et puis après, c'est le CG pour essayer de dépister les troubles de la conduction, avec un Holter ECG pour être sûr qu'il n'y ait pas de troubles de la conduction paroxystique. Et l'IRM cardiaque qui permet également de rattraper, d'être un peu plus reproductible que l'échographie cardiaque. L'IRM, si on a une forte suspicion, mais qu'on a une échographie normale. Disons que ça a discuté avec le cardiologue, mais si tu as une forte suspicion, l'IRM permet d'éliminer en tout cas, ou permet de positiver le diagnostic. Et pour les empreintes dentaires, c'est vraiment devant ou c'est spécifique, non? Non, en fait, c'est juste que tu as une énorme langue, hein, et c'est juste qu'elle est au contact, elle est tellement grosse qu'elle est au contact de tes dents. Donc là, tu le vois vraiment ici, hein, tu vois les empreintes, mais c'est surtout toute la surface de la langue au contact des dents. Il y a des patients qui ont dans ces empreintes sur le latéral, mais du coup, c'est pas forcément. Non, c'est pas spécifique, mais bon, c'est vrai que quand tu as une langue quand même aussi volumineuse que ça, et ça, enfin voilà, c'est pas si rare que ça. Okay. L'attente neurologique, c'est plutôt une neuropathie. Il y a deux types de neuropathie. La neuropathie axonale, qui serait plutôt longueur dépendante. Donc là, le patient vous dira des paresthésies, en fait. Ça peut être au maximum quelque chose également plutôt sensitif, mais ça peut également être moteur. Et il y a également la dysautonomie. Donc au minimum, un test d'hypotension orthostatique. Et il n'y aura pas de tachycardie réflexe, du coup, comme c'est la dysautonomie. Ah oui, je vous disais digestif. On fait souvent un petit bilan martial pour vérifier, qui permet un petit peu de voir l'atteinte digestive. Souvent, ce sera une malabsorption ou des saignements digestifs avec des diarrhées, et ça peut être assez important. Je vous ai pas mis également l'atteinte hépatique. L'atteinte hépatique, vous la dépisterez par une augmentation des enzymes hépatiques. Mais voilà, en termes de gravité, c'est ce que je vous disais, hein, c'est l'atteinte cardiaque, parce que ne peut pas vivre sans cœur, hein, c'est ce que je dis aux patients. Et la mortalité est vraiment très, très élevée sur la décompensation cardiaque, sur les troubles du rythme et de la conduction paroxystique. L'autre, voilà, et c'est un petit peu ce que reprend... c'est pour ça que l'amylose, la classification de l'amylose, c'est le score de la Mayo qui repose sur le NT-proBNP et troponine. Et là, vous voyez que c'est vraiment fortement significatif. C'est stade 1, les deux marqueurs sont normaux. Stade 2, il y en a un des deux marqueurs qui est normal, l'autre altéré. Et stade 3, c'est les deux marqueurs qui sont altérés. Et vous voyez vraiment que, enfin, voilà, une différence fortement significative entre les trois groupes. Et même au sein du groupe stade 3, ils l'ont différencié en stade 3A et stade 3B. Le stade 3B, c'est les NT-proBNP qui sont à plus de 1800. Donc, vous avez une mortalité qui est encore plus importante. Que vous dire d'autre? Les autres facteurs pronostiques importants, le nombre d'organes atteints et en particulier l'atteinte hépatique. C'est vrai qu'un patient avec une atteinte hépatique importante, ça peut être aussi assez compliqué. Non, je voyais quelqu'un qui fait des gestes, mais je pense que je ne sais pas de question. Voilà, en tout cas, en hospitalisation, on avait vu une très jeune patiente avec un foie massivement infiltré d'amylose. Vous pensez que je suis en mute? Non, apparemment, les gens s'entendent bien. D'accord. Ok. On voit le micro, enfin quand on bougeait la souris. D'accord.
Donc, je vous disais, une patiente avec un foie vraiment énorme et massivement infiltré par l'amylose, hein, que la biopsie hépatique avait confirmé. Pareil, c'est compliqué de vivre sans foie. On n'a pas de dialyse du foie. Et la patiente, malgré tous les traitements, les derniers traitements, elle est décédée en 3 semaines parce que après, ça partait en syndrome hépato-cardiaque, en syndrome hépato-rénal et c'était assez compliqué. La dysautonomie peut également être très, très compliquée parce que dès que le patient s'assoit ou se lève, il descend à 5 de tension. L'atteinte digestive aussi, peut être assez compliquée s'il absorbe aucun médicament et s'il perd. Des fois, c'est un diagnostic qui peut mettre pas mal de temps. On arrive à des patients qui sont très, très altérés, qui ont perdu énormément de poids, qui sont très dénutris et c'est aussi assez compliqué. Le taux de plasmocytes médulaires est également pronostique. C'est un petit peu ce qui sort des dernières études. C'est différent d'avoir 4-5% de plasmocytes que d'en avoir plus de 20. Et il va y avoir un nouveau PNDS qui va sortir sur l'amylose, sur probablement les traiter un peu plus longtemps, ces patients-là. Parce que ça, est-ce que je ne vous avais pas non plus trop dit dans tout ce qui est gamma-pathie de signification clinique, vous avez un clone tumoral qui sécrète une immunoglobuline pathologique, mais ce clone tumoral, il est petit en fait. C'est ça justement la difficulté de savoir est-ce qu'on fait un traitement chez un patient qui a fait... Non, arrêtez. Je pense que vous pouvez aller dans les participants et... Oui, c'est vrai. Non, ils ont tous. Ah, oui, là. Non, je ne peux pas. Je prends le rôle d'animateur. Ah, pardon. Bon, tant pis. Donc voilà, donc ce que je vous disais, c'est une maladie qui est très grave. Et donc, l'objectif, c'est d'essayer d'améliorer un petit peu le patient. Et en tout cas, la survie est vraiment corrélée à la réponse hématologique. Là, c'est ce petit graphique où vous voyez en fait la réponse des patients. Et que les patients qui répondent bleu, qui sont même en la courbe bleue en réponse. Je peux pas me remettre. Jamais passe, mais... Et là, j'avais le code secret, c'est ça? Je vais prendre le rôle d'animateur. Grosse boîte. Merci. Bon, est-ce que Oppo, A31 et Inès peuvent couper le son? C'est surtout Oppo. Est-ce que vous pouvez essayer de bouger ça pour voir? On peut se connecter avec le... Est-ce que là, c'était la réunion? interne.hématologie@gmail.com. Association. Interne. Interne. Hématologie.
Attends, je mets ton temps. Je mets le point. Et le mot de passe, c'est A en majuscule AIH, Best B, grand B, EST, 2021. Là, en tout cas, on n'entend plus rien. Ok. Donc, je vous disais, là, comme dans ce petit graphique, vous voyez que en fait, les patients qui sont en réponse complète hématologique ont la meilleure survie. C'est ce qui est important, ça peut paraître logique, mais ça veut dire que l'objectif, c'est d'avoir la réponse hématologique complète. On est dans des maladies, en fait, c'est pas une leucémie aiguë qui évolue relativement doucement, en fait. Par exemple, dans la maladie de Waldenström, d'avoir une rémission partielle, on en sera très content. Dans le myélome, pour le moment, on n'est pas du tout, comme dans la leucémie aiguë, sur des objectifs de maladies résiduelles indétectables. Mais là, en fait, vous voyez dans l'amylose qu'il nous faut absolument avoir cette rémission complète, parce que si les patients sont en VGPR, c'est-à-dire très bonne réponse partielle, ou juste réponse partielle, ou juste stable disease, vous voyez que la survie est quand même nettement inférieure. Donc, c'est vraiment pour ça qu'il faut avoir la réponse hématologique complète. Et c'est pour ça qu'en fait, on ne les traite pas tout à fait comme, lorsque le clone est plasmocytaire, pas tout à fait comme des myélomes. On va vraiment les réévaluer très précocement parce que l'objectif, c'est vraiment d'avoir une normalisation du ratio de chaînes légères. Donc, c'est pour ça qu'on évalue un petit peu différemment les chaînes légères. On n'est pas sur le ratio de chaînes légères, c'est-à-dire kappa sur lambda, on est plutôt sur une différentielle de chaînes légères, c'est-à-dire la chaîne légère pathologique moins la chaîne légère normale. Et on veut vraiment qu'il soit le plus faible possible. Et on peut changer de traitement si au bout d'un mois, on voit que le patient, surtout s'il a une atteinte cardiaque, et qu'on voit que son ratio de chaîne légère ne diminue pas, on va changer de traitement. Parce que le problème, c'est que si les chaînes légères ne diminuent pas, elles vont continuer à se déposer sur le cœur, il va continuer à aggraver sa maladie. Donc, c'est pour ça que pour avoir une survie, c'est hyper important d'avoir cette réponse hématologique très précoce. Par contre, ce qui est compliqué, c'est qu'en termes de réponse d'organes, les dépôts, ils sont déjà là, ils sont déjà posés. Avec votre chimio, vous allez agir que sur le clone plasmocytaire. Donc, vous avez arrêté la sécrétion anormale de chaînes légères, mais les dépôts, ils sont quand même toujours là, posés dans les organes. Donc, c'est pour ça que la réponse d'organes, elle est un peu plus longue. C'est ça parfois qui est un petit peu compliqué à expliquer aux patients, qu'on commence un traitement, mais la réponse d'organes, elle sera appréciable d'ici plusieurs mois. Ça peut vraiment s'améliorer. Ah oui, ça peut vraiment s'améliorer. Si, ça peut vraiment... si, c'est une atteinte réversible, mais ça prend du temps. Si, ils peuvent corriger complètement leur atteinte rénale, leur atteinte cardiaque, sauf si... En fait, ça dépend un petit peu de la rapidité d'évolution. C'est-à-dire que si c'est une atteinte rénale et que ça évolue jusqu'à un stade où en fait tu n'as plus de néphron viable, tu ne peux pas ressusciter le néphron. Mais dans ces cas-là, c'est tout à fait ouvert à la discussion d'une greffe d'organes, à partir du moment où la maladie hématologique est en rémission. Et les dépôts se lavent? En fait, c'est ton système macrophage qui va éliminer progressivement, macrophage qui va éliminer progressivement tes dépôts. Après, il y a des traitements qui... Là, j'ai mis un petit algorithme. Il y a des traitements qui sortent pour essayer de cibler spécifiquement ces dépôts, qui pourraient être intéressants. Mais pour le moment, en tout cas en monothérapie, ça ne fonctionnait pas très bien. Nous, dans le service, on a un protocole d'association de traitement du myélome, c'est-à-dire le DARA-VCD, qui est un peu maintenant la recommandation pour les stades 3, associé à ce médicament anticonformationnel. Mais bon, on est sur une phase 2, on n'en est pas encore sûr de cette efficacité. Donc, l'amylose, c'est ce que je vous disais, le plus important, c'est le traitement du clone. Donc, une fois que vous avez fait votre diagnostic d'amylose, il faut absolument un typage parce que les anapathes ne font pas forcément ce typage.
Donc, en tout cas, à bien préciser à votre laboratoire d'anapath. Une fois que c'est vraiment confirmé que c'est de l'amylose AL, il faut rechercher quel est le clone tumoral. Donc là, c'est le myélogramme avec l'examen cytologique pour savoir si vous avez un excès de plasmocytes ou un excès de lymphocytes, éventuellement le phéno pour vous aider à ça. Et nous, on fait également systématiquement un examen cytogénétique de fiches, parce qu'en plus, ça peut être un peu prognostique avec certaines anomalies comme la translocation OS14 qu'on peut cibler en plus avec le vénétoclax. Et on retrouve certaines anomalies cytogénétiques que l'on retrouve quand même plus fréquemment dans les maladies plasmocytaires que dans les maladies lymphoplasmocytaires. Et on peut même aller parfois jusqu'à rechercher MYD88, qui est présent dans plus de 90% des maladies de Waldenström, pour nous aider justement à faire la part des choses entre tout ce qui est lymphoplasmocytaire, de plasmocytaire. Il n'y a pas de MYD, très très rarement de MYD88 présent dans les myélomes ou dans les pathologies plasmocytaires, mais par contre c'est beaucoup plus présent dans les maladies lymphocytaires. Le but c'est vraiment, avec le maximum d'examens, trouver quelle est la nature de ce clone. Parce que si c'est un clone plasmocytaire, bon, ils vont réviser un petit peu cet algorithme de traitement avec le nouveau PNDS, mais c'est un petit peu en fonction de l'atteinte cardiaque que vous allez utiliser. Ce sera une association de traitement avec des alkylants, l'endoxan, le melphalan, et inhibiteur du protéasome avec le Velcade, toujours des corticoïdes, et le daratumumab qu'on met dans les stades 3 et qu'on met rapidement dans les stades 2 s'ils ne répondent pas suffisamment vite. Et lorsque vous avez un clone lymphocytaire, dans ces cas-là, vous allez cibler le lymphocyte avec du Ritux et de la bardamustine, par exemple. Pour l'amylose, c'est tout ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez des questions? Et par exemple, si il y a un myélome, par exemple, qui a été déjà traité par du Velcade, qui peut donner des neuropathies, est-ce qu'il y a une différence clinique entre les neuropathies de l'amylose et celles qui sont liées au... Non, pas forcément. Non. Alors, l'amylose et le myélome ne s'excluent pas. Oui. On peut avoir les deux au diagnostic. On peut avoir une amylose qui se transforme, entre guillemets, qui évolue vers un myélome. On peut avoir un myélome qui évolue en amylose. Tout peut se voir. Mais disons que c'est à partir du moment où vous avez une atteinte cardiaque, c'est là qu'il faut vraiment avoir cette réponse hématologique rapide. Alors après, pour vous parler un peu d'autres manifestations sur la peau, bon, ce n'est pas des choses très connues, mais le xanthome, c'est un petit peu cette coloration jaune que vous voyez. Il y a plusieurs formes de xanthome, des xanthomes associés à la dyslipidémie, ce n'est pas ceux qui nous intéressent, et ceux normolipémiques, comme vous voyez là chez cette patiente. Et on voit en fait que dans quasiment, enfin, il y a une fréquence très élevée de pics monoclonales associés avec ces xanthomes normolipidiques. Ce que l'on remarque également avec ces xanthomes normolipidiques, c'est que vous avez souvent une consommation du complément que l'on ne retrouve pas ou beaucoup moins fréquemment dans les xanthomes associés à une dyslipidémie. Petite association avec la cryo dans 27% des cas. Dans 80% des cas, c'est une IgG et c'est associé à un myélome dans 35% des cas. Et le xanthogranulome nécrobiotique, là, ça correspond aux images A et B. C'est plutôt une éruption un petit peu par plaque ou par nodule qui peut aller sur des différentes colorations allant jusqu'à une éruption un petit peu violacée. L'histologie, ça va être des macrophages en fait, des cellules spumeuses, et on va également retrouver des complexes humains. C'est ça qui nous fait un petit peu penser que probablement que cette immunoglobuline monoclonale va se lier où il y a des anticorps anti-lipoprotéines qui vont entraîner un petit peu ces complexes humains, cette consommation du complément et entraîner ce xanthome ou ce xanthogranulome nécrobiotique. Surtout que ce que l'on remarque également, c'est dans ces cas-là, ce qu'on essaie de faire plutôt, c'est un traitement immunomodulateur avec des IgIV. Et on voit que finalement, avant-après, on a une bonne réponse de cette éruption. Le TEMPI.
Bon, c'est une entité assez rare. En fait, c'est un acronyme. Le T, c'est télangiectasie, surtout le plus souvent au niveau du visage ou de la partie haute du corps, comme vous voyez là sur le dos. Le E, c'est en fait érythrocytose, avec une augmentation de l'érythropoïétine. Le M, c'est forcément monoclonal gammapathie. Le P, c'est enfin, un œdème périrénal. Et là, vous le voyez vraiment sur ce scanner, c'est vraiment un œdème très, très important sur le pourtour des reins. Et le I, c'est une hypertension intrapulmonaire. Donc, souvent, les critères majeurs, c'est des télangiectasies, cette élévation de l'EPO et cette immunoglobine monoclonale. Et les critères mineurs, c'est cet œdème périrénal qui, même sur les biopsies, on ne retrouve rien. C'est rien négatif en culture, négatif en anapathe, de l'HTAP, et c'est souvent également associé à des thromboses veineuses. Le mécanisme n'est pas forcément très clair. Vu un petit peu toutes ces atteintes un petit peu vasculaires, on aurait tendance à penser que c'est plutôt médié par des cytokines, mais pour le moment, ce n'est pas mis en évidence la cytokine qui est à l'origine de ce TEMPI syndrome. Mais voilà, c'est en tout cas à y penser. Si vous voyez un pic monoclonal avec une élévation de l'hémoglobine, recherchez des télangiectasies, cet œdème périrénal, et ça vaut que le patient ait une échocardiographe pour vérifier l'HTAP. Alors, le syndrome de Schnitzler, ça c'est un tout petit peu plus fréquent. C'est une IgM monoclonale. C'est kappa dans 9 cas sur 10, associé à un urticaire. Donc ça, c'est vraiment un petit peu entre guillemets, les critères majeurs. Et c'est également associé à d'autres multiples atteintes, comme de la fièvre, à peu près dans 70% des cas, des arthralgies, dans à peu près 70% des cas aussi, des douleurs osseuses, des adénopathies, une hépatosplénomégalie, une élévation des marqueurs de l'inflammation, et vous pouvez également avoir une hypercondensation au niveau des os. Et en fait, le traitement, je n'ai pas du coup. Ah, voilà. Le traitement, ça va être un antagonisme du récepteur de l'IL1 qui fait partie des voies de l'inflammation, qui va permettre une amélioration complète de tous ces symptômes, de l'urticaire, de la fièvre, des douleurs, qui va également normaliser le syndrome inflammatoire. Par contre, c'est un traitement qui est uniquement suspensif, en fait. Il n'y a pas d'effet sur le taux de l'IgM. Il y a une dépendance du traitement. Mais après, c'est un traitement qui est relativement bien toléré. C'est une injection sous-cutanée par semaine. Et là, vous voyez la différence avec l'urticaire et une très bonne efficacité. Donc, ce qui fait poser un petit peu la question, c'est vrai que les internistes sont un petit peu en train d'évaluer de plus en plus les syndromes auto-inflammatoires avec des recherches et des NGS variés pour essayer un petit peu de comprendre si le syndrome de Schnitzler serait également une forme de syndrome acquis auto-inflammatoire. En tout cas, c'est médié par cette IgM monoclonale. Alors, ensuite, je voulais vous parler du, je ne sais pas où mettre ça, du scléromyxœdème. Scléromyxœdème ou sclérodème de Buschke, c'est deux formes particulières qui se manifestent en fait par un peu un aspect de sclérodermie, c'est-à-dire un peu une infiltration du tissu sous-conjonctif avec une perte d'élasticité importante et vraiment un aspect vraiment infiltré du tissu sous-conjonctif qui peut être au niveau des mains comme un petit peu la sclérodermie, également à d'autres parties du corps. Donc ça, c'est sclérodème de Buschke, et le scléromyxœdème, c'est également associé à des petites papules que vous voyez un petit peu perlées, que vous voyez là au niveau des mains, souvent derrière le lobe des oreilles, et également un petit peu au niveau du visage. On dit classiquement aussi un peu un épaississement des traits, en particulier au niveau du front, comme vous voyez un petit peu à ce niveau-là, avec vraiment un épaississement de la peau du visage, et on dit un petit peu en faciès, un petit peu léonin. Bon, mis à part ces anomalies cutanées,
Ce scléromyxodème peut entraîner des manifestations graves d'autres organes, en particulier le dermatoneurosyndrome. Le dermatoneurosyndrome, en fait, ça se manifeste souvent quelques jours avant, il y aura un peu un syndrome pseudo-grippal avec un petit peu de fièvre. Et ensuite, ça peut prendre différentes manifestations cliniques possibles avec une encéphalopathie, en fait, et des convulsions, l'épilepsie. Et la particularité, c'est qu'il y aura une IRM cérébrale normale, une PL normale, et en fait, avec des IGIV, des corticoïdes, des échanges plasmatiques, le patient va guérir. C'est vraiment médié par cette immunoglobuline monoclonale anormale. Après, le lien de causalité, pas forcément évident. L'autre atteinte qui peut être grave, c'est une cardiopathie, c'est-à-dire que, je ne vous ai pas parlé de l'anapathe, mais en fait, dans le scléromyxodème, c'est des dépôts de mucine. Et on peut également en avoir sur le cœur, comme dans l'amylose, en fait, et ça peut entraîner une cardiopathie plus ou moins sévère en fonction de l'évolution du diagnostic. Donc ça, c'est les principales atteintes cutanées, les atteintes graves. Et après, vous pouvez avoir d'autres atteintes, parfois des manifestations articulaires, intestinales. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'âge, on est toujours dans le même, dans l'âge des pics monoclonales. Hein. On est aux alentours de 55 ans. La définition, c'est quand même l'atteinte cutanée associée à ce pic monoclonal. Donc, c'est pour ça que c'est dans 100% des cas. Et le dermatoneurosyndrome, là, c'était à peu près dans 9% des cas dans cette étude. Donc, c'est rare. Mais voilà, ça peut arriver. Et l'atteinte cardiaque, c'était 5% des cas. Autre petite particularité du scléromyxodème, souvent si vous regardez, dans 2 tiers des cas, c'est une IgG lambda. Et l'autre particularité, si vous regardez le petit graphique de l'électrophorèse, vous verrez que le pic, il est vraiment entre guillemets en gamma lent, vraiment à la fin des gamma globulines. Et voilà, et là c'était les dermatologues d'ici, en travaillant avec eux. On avait mis en place un algorithme de traitement, c'est-à-dire que si on a seulement une atteinte cutanée, seulement un traitement un petit peu immunomodulateur avec des IGIV, et en cas de non-réponse, discuter du traitement du clone, c'est-à-dire que si on confirme que c'est bien plasmocytaire, dans ces cas-là, des traitements un petit peu à base de Velcade ou de Revlimid pour essayer d'améliorer les symptômes. Et en cas de signes sévères, c'est-à-dire de dermatoneurosyndrome ou d'atteinte cardiaque, surtout pour le dermatoneurosyndrome, le traitement, c'est les échanges plasmatiques et les IGIV. Et ensuite, une fois la phase aiguë passée, c'est vraiment les IGIV associés au traitement anti-plasmocytaire, avec un risque de rechute. Donc, c'est des traitements qui peuvent être assez prolongés. Après, c'est sûr que c'est un diagnostic qui est un petit peu à faire en parallèle des dermatologues, ou en tout cas, jeter un coup d'œil quand même à la peau et en reparler après aux dermatologues au moindre doute. La biopsie cutanée permet également d'aider au diagnostic, où vous aurez vraiment ces dépôts de mucine dans la peau. Ensuite, le cutis laxa, là aussi, c'est une anomalie du tissu conjonctif, en particulier l'altération des fibres élastiques. Souvent, il n'y a pas de dépôt d'immunoglobuline. Et donc, ce sera un petit peu l'aspect d'un vieillissement prématuré de la peau, avec une peau qui paraît beaucoup plus flasque, en particulier au niveau du visage ou au niveau de la partie supérieure du corps. Mis à part le problème esthétique, ça peut entraîner des problèmes d'autres organes, en particulier des problèmes pulmonaires. Où là, vous voyez ce patient qui n'était pas du tout un patient fumeur, qui a un emphysème pulmonaire monstrueux en fait. Là, vous voyez une énorme bulle et que ce patient-là, il avait un cutis laxa associé à un myélome. Et finalement, ça ne s'est pas très bien passé pour lui parce qu'il est décédé d'une pneumopathie infectieuse après avoir été traité par 4 à 6 lignes de traitement pour son myélome. Donc, il avait l'immunodépression plus des poumons qui étaient déjà très altérés. Alors, syndrome de Clarkson, ce n'est pas non plus forcément quelque chose de très connu et de très fréquent. Autre nom, c'est syndrome de fuite capillaire.
C'est-à-dire que les critères majeurs, c'est toujours cette gammapathie monoclonale. Et ensuite, ça va se manifester un petit peu par des épisodes récurrents transitoires d'hypovolémie, associés à un œdème interstitiel localisé avec des myalgies, des paresthésies, des nausées et des vomissements, ou également un œdème des membres inférieurs. Mais la particularité, c'est au moment de ces épisodes d'hypovolémie, il y a une hémoconcentration avec une hématocrite très élevée et une hypoprotidémie paradoxale et une hypoalbuminémie. Là, c'est ce que vous voyez un petit peu dans les caractéristiques des patients. Voilà, on est toujours autour de 50 ans, toujours une immunoglobuline monoclonale, comme c'est la définition. Pas vraiment de particularité entre le kappa et lambda, souvent un trigger infectieux ou hormonal. Mais voilà, vous voyez l'hémoglobine, elle est en moyenne à 20 grammes, avec des ranges entre 18 et 22. Pareil, une hématocrite à 59, alors que les protidémies sont à 45 et vous avez une hypoalbuminémie à 23. Il y a une perte de protéines, du coup. Alors, le mécanisme n'est pas forcément très clair de cette fuite capillaire associée à cette hémoconcentration. C'est relativement quand même assez rare. Moi, j'en ai jamais vu de syndrome de fuite capillaire. Mais en tout cas, le traitement, c'est les IGIV. Alors ensuite, au niveau du rein. Ça va en tout cas? Est-ce que vous avez des questions? C'est pas trop catalogue, hein? Ça va? Mais voilà, en tout cas, le message, c'est vraiment essayer de... On n'est pas dermatologue, hein, mais de jeter quand même un coup d'œil à la peau, à la bouche, jeter un petit peu un coup d'œil aux différents téguments, et puis au moindre doute, en discuter un petit peu avec les dermatologues, mais c'est pour vous dire qu'il y a quand même pas mal de pathologies qui sont associées entre eux. Ça se croise pas mal finalement entre les pathologies cutanées et piques monoclonales, avec parfois des manifestations graves d'organes. Donc c'est pour ça que ça vaut vraiment le coup d'en faire le diagnostic précoce. Donc au niveau du rein. Le rein, disons que ça s'analyse entre un pic monoclonal, une insuffisance rénale et surtout une altération, une protéinurie. Donc, soit la protéinurie, elle est tubulaire, soit elle est glomérulaire. Ensuite, vous allez aller rapidement sur la biopsie rénale. Et c'est la biopsie rénale qui permet un petit peu de classer ces gammapathies de signification rénale. La biopsie rénale, en particulier, cette classification, elle a été faite sur le microscope électronique. Donc là, vous allez classer un petit peu les dépôts, soit en dépôts organisés, c'est-à-dire organisés en fibrils d'amylose, ou organisés en microtubules, comme dans la cryo, ou en cristaux, comme la maladie de Fanconi, ou des dépôts non organisés, c'est-à-dire des dépôts qui seront disséminés dans le glomérule ou les tubules. Donc ça, c'est la première chose à voir. Ensuite, une fois que entre les dépôts organisés et non organisés, c'est voir un petit peu où se situent ces dépôts et est-ce qu'il y a une glomérulonéphrite associée. S'il y a une glomérulonéphrite associée, avec une atteinte membrano-proliférative, c'est-à-dire une insuffisance rénale rapidement progressive et également une inflammation au niveau du glomérule avec une protéinurie, une hématurie, vous êtes plutôt dans le cadre des PGN-MID, c'est-à-dire des glomérulonéphrite avec dépôt d'immunoglobulines. Ils sont un peu affreux, les acronymes. Donc, on va revoir après un petit peu chacune de ces atteintes. S'il n'y a pas de glomérulonéphrite, vous êtes plutôt dans la maladie à dépôt d'immunoglobulines. Et celle-là, son autre petit nom, c'est la maladie de Randall. Après, d'autres cas, la glomérulonéphrite à dépôt de C3, on peut également avoir un peu de MAT atypiques qui peuvent être associés aux gammapathies monoclonales. Et là, ça permet un petit peu de classer un petit peu ces principales atteintes rénales avec les plus fréquentes.
Bon, ça, c'était un petit graphique pour voir un petit peu où se situaient ces principales atteintes dans le glomérule, dans les tubules, dans les vaisseaux. On va passer à cette diapo-là qui reprend un petit peu les caractéristiques de chacune de ces MGRS. Donc, la première, c'est l'amylose, avec souvent un syndrome néphrotique très important. Souvent, il est pur, hein, il n'y a pas rarement d'hématurie, peu souvent d'hypertension. Donc, bon, c'est après la définition de l'amylose qu'on a déjà vue, des manifestations systémiques qu'on a déjà vues. Dans 80% des cas, c'est une MGRS, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de myélome ni d'autres hémopathies associées. Dans 16% des cas, c'est un myélome, et dans 4% des cas, c'est un lymphome, lymphoplasmocytaire. Donc, majoritairement quand même associé à un clone plasmocytaire. Et ce qui est important aussi, c'est dans 80% des cas, à peu près, 80-88% des cas, vous avez un ratio anormal de chaîne légère. Pas 100% des cas non plus. D'où que finalement, c'est la PBR qui permettra d'éliminer formellement en fait, l'amylose. Après, dans les autres que je voulais revoir un petit peu avec vous, ça aurait été la maladie à dépôt d'immunoglobuline, c'est-à-dire le Randall. Pareil, vous allez avoir une protéinurie très importante, un syndrome néphrotique, un peu plus souvent des maturies et d'hypertension. Bon, après, c'est peut-être plus du détail de néphrologue de savoir que les dépôts seront sur la membrane basale glomérulaire, également sur la membrane sur les tubes et sur les vaisseaux. Avec, ce qui est important, c'est qu'il y a également une atteinte systémique, hépatique, cardiaque et d'autres organes également. Donc, c'est pour ça que à partir du moment où vous avez un diagnostic de maladie de Randall, il faut absolument évaluer le cœur avec les marqueurs cardiaques et une ETT. L'autre chose importante, c'est que vous voyez qu'à peu près dans 80% des cas, c'est une MGRS. Dans à peu près 20 à 30% des cas, c'est associé à un myélome, et dans 2% des cas, c'est associé à un lymphome. Donc souvent, vous n'avez pas d'hémopathie. D'où l'importance de cette protéinurie, d'aller jusqu'au bout du diagnostic, c'est-à-dire la PBR. Et ensuite, une fois que vous avez ce diagnostic de MID, recherchez le bilan d'extension avec l'atteinte hépatique, l'atteinte cardiaque, et ensuite rechercher le clone. Est-ce que c'est un clone lymphocytaire ou plasmocytaire avant de pouvoir proposer un traitement? Très souvent, dans très souvent des cas, vous avez un ratio anormal des chaînes légères. Une autre que je voulais un petit peu détailler avec vous, c'est la PGN-MID, la glomérulonéphrite à dépôt d'immunoglobuline, avec une protéinurie, un syndrome néphrotique, souvent dans 80% des cas une hématurie, donc c'est une glomérulonéphrite. Hein. Souvent c'est vraiment associé avec une glomérulonéphrite membrano-proliférative. Mais là c'est une maladie qui est uniquement rénale. Et l'autre chose importante, c'est que dans 20% des cas, enfin dans 80% des cas, vous avez un ratio de chaîne légère normal, en fait. D'où un petit peu la difficulté à prendre en charge ces patients. Dans 96% des cas, c'est une MGRS, c'est-à-dire un petit pic monoclonal, ou pas de pic monoclonal en fait, juste des dépôts qui sont sur le rein. C'est-à-dire que voilà, dans 80% des cas, vous n'aurez pas de pic monoclonal, un ratio de chaîne légère normal, mais une maladie rénale, avec sur la PBR des dépôts monotypiques. Monotypiques, c'est-à-dire que vous n'aurez que du kappa ou que du lambda. D'où il y a quelque part un clone lymphocytaire ou plasmocytaire qui sécrète des anticorps anormaux qui se déposent uniquement dans le rein, mais qui sont à l'origine de cette glomérulonéphrite. Vous m'avez suivi? Mais du coup, là, il faut faire un myélogramme. Ah là, tu fais le maximum, c'est ce que j'y viens après, mais tu fais le maximum pour essayer de rechercher ce clone. Hein. Tu vas faire un myélogramme, tu vas faire un immunophénotypage, tu vas faire de la cytogénétique, tu vas faire de la biologie moléculaire pour essayer d'augmenter ta sensibilité, pour rechercher si tu n'as pas des anomalies cytogénétiques ou des mutations que l'on retrouve plus souvent dans les pathologies plasmocytaires ou lymphocytaires. Mais dans la majorité des cas, tu ne retrouves rien, mais tu as quand même une maladie rénale qui est grave en fait, hein, parce que les patients, s'ils sont non traités, ils peuvent évoluer en dialyse.
Et donc, il faut le traiter. Il y a 2 cas de figure. Soit après, c'est des maladies qui sont assez rares, il n'y a pas de recommandations assez strictes. Il y a également une RCP nationale pour ces gammapathies de signification rénale. Mais nous, dans le service, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est que si c'est une maladie rénale, une glomérulonéphrite qui évolue très rapidement, dans ces cas-là, on fait un traitement mixte, en fait, en ciblant les lymphocytes et les plasmocytes, en faisant du Ritux VCD. Si on a un petit peu le temps, on peut faire d'abord essayer du Ritux seul, et puis si on n'a pas d'efficacité, on peut faire après un traitement par VCD. Mais c'est difficile à traiter ces patients-là parce qu'en fait, on n'a aucun marqueur. Ils n'ont pas de pic, pas de chaîne légère. Donc, on peut seulement les suivre sur l'attente rénale. Sur la protéinurie. Ah, ouais. C'est peut-être une question bête, mais on ne peut pas vérifier en refaisant Une PBR, une PBR. Mais c'est peut-être encore une certaine- ouais, c'est un peu agressif. C'est un peu agressif. Tu verras que la majorité des PBR se passent bien, mais jusqu'au jour où tu en as une qui finit mal, sachant que je te rappelle qu'ils ont souvent un syndrome néphrotique, avec une balance quand même, avec un risque hémorragique. Souvent, c'est plutôt un risque thrombotique, donc tu vas les anticoaguler, mais c'est des patients qui peuvent être fragiles. Là, je vous reparle un tout petit peu de la maladie de Randall, qui peut être des dépôts de chaînes lourdes, c'est-à-dire soit seulement une IgG, soit des dépôts de chaînes légères, soit des dépôts de chaînes lourdes et de chaînes légères. Bon, ça, c'est l'immunohistochimie qui vous fera le diagnostic, c'est l'histologie, et ça peut toucher principalement le rein, le cœur, le foie, mais également d'autres organes. Et comme la maladie de rein, comme l'amylose, la survie du rein et la survie tout court sont corrélées à la réponse hématologique. Donc, c'est des maladies rares, mais on a tendance à les traiter un petit peu comme les amyloses, à les surveiller de près et à avoir comme objectif une réponse hématologique très rapide. Les monitorer vraiment rapidement pour essayer d'avoir cette réponse hématologique rapide pour essayer de sauver le rein. Ce qui est amusant dans la maladie de Randall, donc, dans 80% des cas, c'est du kappa, un excès de chaîne légère kappa. Dans l'amylose, je ne voulais pas rappeler, c'est surtout du lambda. Dans 90% des cas, il n'y a plus d'un organe. Dans 30% des cas, c'est l'inverse, pardon. Dans 35% des cas, il n'y a plus d'un organe atteint. Et dans 12% des cas, il y a une atteinte cardiaque. Ce n'est pas forcément fréquent, mais il faut quand même penser à le rechercher. 9% des cas, une neuropathie. Et il peut y avoir différentes, ça c'est déjà vu, une atteinte pulmonaire, une atteinte également médulaire. Et après, oui, là, dans les autres colonnes, globalement, c'est à peu près similaire. C'est soit light chain, c'est seulement des dépôts de chaînes légères, des dépôts de chaînes lourdes et de chaînes légères, que des dépôts de chaînes lourdes. Et du coup, il n'y a pas la différence entre le Randall et l'amylose, c'est le rouge Congo, c'est ça? Alors oui, c'est ça. Alors, tac, tac. L'amylose, tu auras des dépôts c'est des dépôts qui sont organisés en fibrille, mais surtout, tu auras, après, cette classification, en fait, elle est basée sur la microscopie électronique, qui ne se fait pas complètement en routine. Mais toi, ce que tu auras, ce sera le rouge Congo, la biréfringence, et après, toujours le typage pour savoir si c'est bien AL, lambda ou kappa. Et dans le Randall, tu auras des dépôts non organisés d'immunoglobulines avec des dispositions particulières sur les tubules, sur la membrane basale glomérulaire. Ce sera plutôt un petit peu ce sera rouge Congo négatif. Et tu auras des dépôts qui seront monotypiques. De toute façon, on rentre dans la gamme gammapathies de signification rénale, particulièrement on a des dépôts monotypiques. Quelqu'un qui a fait une question? Bonjour. Ah non. C'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le rein?
Oui, et là, ce que je voulais vous dire, c'est, donc ce qui est important, c'est d'identifier le clone pour le traiter. Ce que je vous disais, c'est parfois difficile pour les PGNMID, qui sont ces glomérulonéphrite avec dépôt d'immunoglobulines. Plutôt un traitement antiplasmocytaire si on a une gammapathie monoclonale IgG-IgA, plutôt anti-lymphocytaire si une IgM. Après, la question qui se pose, c'est que si on arrive trop tard, les patients rentrent en dialyse. C'est des maladies qui sont souvent localisées au rein, donc la question se pose de la transplantation d'organes. Le problème, c'est que si vous ne les traitez pas, il y a 90% de rechute après transplantation si vous n'avez pas éradiqué le clone. Donc nous, quand on nous envoie, enfin même un patient dialysé, à partir du moment où il y a un projet de greffe rénale, on va quand même faire, même si on n'a pas de marqueur, 6 cures de VCD pour essayer de mettre le clone en rémission, même si on ne le voit pas, pour pouvoir permettre une transplantation et éviter une rechute sur le greffon. On traite un clone qu'on ne voit pas sans pouvoir vérifier Voilà. on l'a détruit. Voilà, c'est exactement ça. C'est ça qui est compliqué. Mais en fait, tu as une biopsie rénale qui te montre tes dépôts d'immunoglobulines monotypiques. Donc pareil, tu vas envoyer plein d'examens. Le biologiste de biologie moléculaire va dire « Mais pourquoi tu me recherches un 1088 ? Tu n'as pas de clone sur ton myélogramme. » Et tu dois lui dire « Mais si, c'est important. Je cherche un clone qui est tout petit, mais qui existe parce que tu as des dépôts d'anticorps qui sont monotypiques. Tu as des dépôts d'anticorps anormaux. » Et du coup, les personnes qui seront transplantées, on les suit pareil sur leur protéinurie de manière hyper rapprochée pour vérifier que... Après, c'est pas tous. Hein. Des fois, tu as un excès de chaînes légères et tu peux les suivre sur les chaînes légères. Après, les patients transplantés, leur greffon est là, donc c'est plus facile. Mais c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué, effectivement. Dans les PGNMID, on a un clone que l'on ne voit pas, mais qui entraîne une atteinte rénale très sévère, qui peut entraîner la dialyse. Mais pour discuter de la graisse, c'est quand même important de traiter ce clone que l'on ne voit pas, parce que sinon, de très grandes chances que ça rechute sur le greffon. Mais effectivement, ce n'est pas forcément un mécanisme qui est simple, mais vous avez quand même une PBR avec des anticorps monotypiques. Donc, il faut garder le même raisonnement. Il y a des anticorps anormaux. Quelle est la cellule qui les sécrète? Est-ce que c'est un lymphocyte? Est-ce que c'est un plasmocyte? Et on essaye de cibler ce clone. Après, s'il n'y a pas de projet de greffe, pas besoin de traitement. Hein. Si le patient est trop vieux, trop altéré, qu'il reste sans dialyse, c'est une maladie rénale, pas besoin de le traiter. Mais s'il y a ce projet de transplantation, il y a de forts risques de rechute sur le greffon, donc c'est pour ça que ça vaut le coup. Est-ce que je parle beaucoup? Vous me dites si vous êtes fatigué. Le nerf et immunoglobulines. On arrive à la fin quand même. Donc, c'est un petit peu ce que l'on avait dit. Nerf et immunoglobulines, ça se croise également pas mal avec l'amylose qui donne une neuropathie axonale. Enfin, disons que ce qui est important, nerf et immunoglobulines, c'est de rester basique sur votre bilan de neuropathie périphérique. Ce qu'il y a de plus fréquent, c'est quand même le diabète, l'alcool, les carences. Donc, vous faites votre bilan de neuropathie classique. Après, c'est faire l'électromyogramme. C'est l'électromyogramme qui va permettre déjà de savoir si c'est une neuropathie axonale ou démyélinisante. C'est ça le plus important. Si c'est une neuropathie axonale, ce qu'il faut rechercher, enfin, les pathologies reliées au pic monoclonal qui peuvent donner une neuropathie axonale, c'est l'amylose, la cryo, principalement. Une neuropathie démyélinisante, le POMS, on va y venir. Et après, c'est les neuropathies anti-MAG ou anti-gangliosides, mais là, c'est plutôt une IgM. Et parfois, ce qui se discute, lorsque vous n'arrivez pas à retrouver ce lien de cause à effet, c'est surtout vrai pour l'amylose. Hein. Si vous avez une neuropathie très, très sévère, mais que vous n'arrivez pas à diagnostiquer sur un autre organe l'amylose, c'est aller jusqu'à la biopsie nerveuse. Le problème, c'est que la biopsie nerveuse, ça peut entraîner des séquelles.
Mais si le patient est très gêné, ça peut se discuter. Ah oui, donc le POMS syndrome, donc c'est un acronyme, P donc comme polyneuropathie, démyélinisante, c'est ça qui est important. O, c'est organomégalie. E, c'est endocrinopathie. M, c'est monoclonal gammapathie. Et S, c'est skin syndrome. Donc, les critères majeurs, c'est en fait surtout cette polyneuropathie démyélinisante et cette IG monoclonale qui est quasiment toujours lambda. Et ensuite, il y a plein d'autres critères, d'autres atteintes qui peuvent être associées, comme une atteinte un petit peu sclérotique, ostéocondensante des os, une élévation du VEGF. On pourrait presque le mettre dans les critères majeurs, l'élévation du VEGF. Une organomégalie, il peut y avoir un petit peu d'œdème, d'épanchement pleural ou d'acide, d'endocrinopathie, l'atteinte cutanée, souvent une hyperpigmentation. Moi, je n'ai pas mis de photo de la peau. Une hyperpigmentation, un peu d'hypertrichose, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Souvent les ongles blancs aussi, ça j'ai vu quelques fois. Un œdème papillaire. Et ce qu'on peut également voir, c'est une thrombocytose. Donc, c'est vrai qu'on avait eu parfois de T4, des patients ou des services de myéloïdes, qui est le bilan d'une thrombocytose négative, peuvent nous être réadressés par la suite lorsqu'il y a justement une thrombocytose à un pic monoclonal. Est-ce que ce ne serait pas justement un POMS syndrome? Et dans ces cas-là, c'est vraiment bien les examiner pour rechercher cette polyneuropathie démyélinisante. Il y a également souvent un petit peu une perte de poids, une HTAP, une atteinte digestive avec des diarrhées. Donc, lorsque vous avez cette suspicion de POMS syndrome, c'est important d'essayer d'évaluer l'atteinte endocrinienne avec au moins le bilan des fonctions endocriniennes, de faire un fond d'œil pour voir si vous n'avez pas l'œdème papillaire et une échographie cardiaque à la recherche de l'HTAP. En termes là un petit peu de fréquence, donc c'est ce que je vous disais, 100% des cas, c'est une polyneuropathie démyélinisante, 100% des cas, un pic monoclonal. La thrombocytose dans 60 à 88% des cas, donc c'est pas non plus si rare. Voilà, souvent une perte de poids, un peu de fatigue, l'HTAP à rechercher. Et après, voilà, il peut y avoir une hépatosplénomégalie, des adénopathies, et souvent la biopsie, en fait, ça peut donner une plasmocytose, pas forcément monoclonale, sinon ce serait trop simple, et parfois une histologie un petit peu de Castleman, c'est pour ça que ça rentre dans la définition. Et ce qui est assez amusant, c'est que lorsqu'on a un doute diagnostique, on peut envoyer un séquençage des chaînes légères, envoyer de la moelle pour faire un séquençage des chaînes légères. Et en fait, on a des réarrangements de chaînes légères qui sont typiques de ce POMS. En fait, lorsque les POMS sont séquencés, on va voir que c'est quasiment toujours les mêmes réarrangements de la chaîne légère lambda. Vous m'avez suivi? C'est-à-dire que le lymphocyte B normal, il réarrange d'abord ses chaînes lourdes. Enfin, d'abord, il y a la combination isotypique les VDJ. Il réarrange ses chaînes lourdes, il vérifie qu'elle est fonctionnelle. Si elle n'est pas fonctionnelle, il réarrange l'autre. Et ensuite, il réarrange les chaînes légères. Les chaînes légères, c'est soit le gène V, soit le gène J. Et normalement, c'est complètement aléatoire. Mais lorsque l'on séquence tous les POMS, on voit que c'est quasiment que les mêmes réarrangements des chaînes légères lambda chez ces patients. Donc, ça peut nous aider. Là, en fait, c'est le gène V lambda 1,40 ou le gène V lambda 1,44 et ça peut nous aider un petit peu parfois au diagnostic. Alors, il y a une incertitude. Parce que le but du diagnostic, c'est quand même d'en faire c'est de faire le traitement. La survie, elle est quand même plutôt globalement assez bonne. Et quels sont les traitements? Pour le moment, nous, ce qu'on fait, c'est Revlimid dexaméthasone associé à une autogreffe. Et on a des survies excellentes.
corrélé au taux de VEGF qui diminue. Et pareil, l'atteinte cardiaque. On avait une patiente avec une atteinte cardiaque, une HTAP très très sévère, avec vraiment de l'acide, des œdèmes des membres inférieurs. Et avec le Refdex et l'autogreffe, elle est quasiment en rémission complète. Les anti-VEGF, ça fonctionne? Alors, ça a été essayé, mais non, ça ne fonctionnait pas parce que le problème, c'est que c'est pas très, comment dire, ça avait une mortalité très importante en fait. C'est pas non plus très, la cible n'est pas, enfin, tu avais trop d'effets secondaires. Donc, c'est le clone qui sécrète du VEGF du coup. Voilà, l'hypothèse ce serait que ce soit ce clone plasmocytaire. Là, on est vraiment sur du traitement, on est plutôt sur une pathologie plasmocytaire qui sécrète du VEGF. On a toujours des VEGF qui sont très élevés, ça je ne vous ai pas montré, mais c'est aux alentours de 3000. Là, est-ce que j'ai le VEGF? Non, je n'ai pas le VEGF. Mais c'est un VEGF, ce n'est pas à la limite supérieure, c'est vraiment très élevé, c'est à plusieurs milliers. Donc oui, l'hypothèse, c'est effectivement, c'est le clone plasmocytaire qui sécrète du VEGF, qui va entraîner un petit peu ces manifestations qui sont quand même souvent un petit peu liées à, comment dire, au VEGF, où on a un petit peu des troubles, comment dire, vasculaires, que ce soit la neuropathie démyélinisante, que ce soit l'HTAP, l'œdème papillaire, qui peuvent expliquer ces atteintes, même si on n'a pas une explication forcément très rationnelle de toutes les atteintes. J'ai vu dans les traitements, il y a la radiothérapie, mais on cible quoi? Là, c'est quand tu as une atteinte, osseuse. Ah, ok. Donc, si tu as juste une atteinte osseuse localisée. Ok, d'accord. Bon, nous, en général, tu as quand même une neuropathie démyélinisante qui peut être quand même assez invalidante. Donc, c'est pour ça que nous ce qu'on fait principalement, c'est du Revlimid, dexaméthasone, et si le patient supporte, l'autogreffe. Après, la neuropathie anti-MAG, donc on est également dans le spectre des neuropathies démyélinisantes avec une IgM monoclonale, plus souvent kappa, et cette IgM monoclonale kappa, elle aura une activité auto-anticorps, c'est-à-dire que vous aurez des anticorps anti-MAG qui seront élevés. Voilà, c'est surtout une atteinte proprioceptive avec des troubles de l'équilibre. C'est une neuropathie progressive distale, voilà, plutôt symétrique, et c'est surtout une atteinte proprioceptive. Après, ce qui était assez amusant, c'est qu'ils ont comparé, là, dans cette petite étude, des patients avec une neuropathie anti-MAG, une Maid-Waldenström, un MGUS-IgM. Donc, il n'y a pas d'atteinte neurologique dans les autres groupes. Et après, au niveau des mutations, donc MYD88, c'est positif dans 95% des cas. Dans 73% des cas, c'est positif dans la neuropathie anti-MAG, alors que dans 60% des cas, dans le MGUS-IgM. Voilà, des petites différences. Après, la question, c'est quand traiter et est-ce qu'il faut traiter? Ça dépend un petit peu de l'atteinte du patient et de sa gêne, sachant que c'est une maladie qui évolue très lentement. Et si on attend trop, on peut avoir une perte axonale irréversible. Donc, c'est un petit peu au cas par cas à discuter. C'est pas forcément facile à les suivre hein, parce que il y a beaucoup de subjectivité. Il y a le score de Rotz, qui est un peu un score fonctionnel qui permet d'apprécier un petit peu ce que peut faire le patient, s'il arrive à courir, s'il arrive à être autonome un petit peu dans la vie quotidienne qu'on peut mesurer à chaque fois. L'autre problème, c'est que l'IgM monoclonal est parfois très très faible et donc difficilement quantifiable. C'est-à-dire que si on fait un traitement, on a envie de mesurer, on a envie de savoir si le traitement il est efficace. L'atteinte neurologique, ce n'est pas forcément facile, donc on aime bien en tout cas essayer de mesurer, voir que l'IgM diminue. Et les traitements, c'est plutôt, on cible lymphoplasmocyte, donc plutôt du Ritux associé à un alkylan. Le Canomad. Donc Canomad, c'est également un acronyme avec une neuropathie chronique ataxiante, une ophtalmoplégie, une IgM monoclonale, des agglutinines froides et des anticorps antigangliosides. Sachant que ça c'est le Canomad,
mais on peut appeler également le Candida quand vous avez seulement l'atteinte neurologique avec le pic monoclonal. Donc là, je veux dire dessus, on est toujours aux alentours de 60 ans. C'est plutôt une atteinte assez chronique dans la majorité des cas. Les symptômes sont beaucoup plus florides, avec parfois des symptômes d'une ataxie sensorielle, des paresthésies, une hypoesthésie, un petit peu de dysautonomie. Ouais. Dernière lettre, c'est pourquoi? C'est des anticorps anti-gangliosides dysallylés. Bon, c'est anticorps gangliosides. D'accord. Voilà. Après, il peut y avoir des symptômes bulbaires comme l'ophtalmoplégie. Donc, c'est une IgM dans 100% des cas. Et ça peut être associé à d'autres hémopathies lymphoïdes, comme c'est une IgM. Donc, un peu plus souvent le Waldenström, mais également un petit peu les autres. Donc, c'est plutôt, vous avez un pic IgM, vous avez un patient avec un pic IgM, l'interroger sur les signes neurologiques. C'est plus ça le message, en fait. S'il a des troubles de l'équilibre, c'est possiblement un peu plus une neuropathie anti-MAG. Si c'est plutôt des paresthésies, ça peut également être une ataxie. Là, c'est mesurer ces anticorps anti-gangliosides. Après, le piège dans tout ça, c'est qu'on peut avoir, c'est que ce sont des examens qui ne sont pas d'une sensibilité, spécificité à 100% des cas. C'est comme vous avez peut-être pu le voir, on peut avoir des femmes positifs dans plein de raisons sans forcément avoir un lupus. C'est la même chose pour ces anticorps. Donc, ça dépend un petit peu du taux d'anticorps. Ça dépend vraiment de l'atteinte de l'électromyogramme. Et après, c'est un petit peu une discussion avec le neurologue sur est-ce que le symptôme que présente le patient, il est bien lié à l'immunoglobuline monoclonale. Ensuite, est-ce que le patient est très gêné ou pas? C'est la deuxième question. Et s'il est très gêné, il faut cibler quelle est cette hémopathie, quel est ce clone. Et c'est là qu'on discute du traitement. Là, les traitements, les IgIV fonctionnent plutôt pas mal quand on va dans cette série, avec 9% de rémission complète, 44% de réponse partielle. Et après, donc c'est plutôt les IgIV en premier, et après, en cas d'échec, on associe un petit peu plus de chimiothérapie. Bon, on arrive à la fin. La maladie des agglutinines froides, c'est également plutôt un pic IgM-kappa associé à une hémolyse et un acrosyndrome. Souvent, au niveau médulaire, ce sera une infiltration lymphoplasmocytaire, très faible masse tumorale, c'est pour ça que ça rentre dans le cadre des MG, des gammapathies de signification clinique. Voilà. Dans la grande majorité des cas, on ne retrouvera pas l'hémopathie sous-jacente. Voilà. Donc, le traitement, déjà, le traitement le plus simple, c'est les protections contre le froid. Et ensuite, s'il y a une hémolyse assez sévère, en fait, c'est plus sur les paramètres de l'hémolyse et la dépendance transfusionnelle que l'on va décider du traitement, soit le rituximab ou le rituximab associé à de la chimiothérapie. Donc, pour reprendre un petit peu sur le raisonnement, ce qui est important, c'est un pic monoclonal peut être associé, c'est vraiment ça le message principal, hein, peut être associé à plein de manifestations cliniques ou biologiques sans forcément rentrer dans l'hémopathie. Donc, c'est important d'en faire le diagnostic précoce, de le rechercher. Ensuite, de savoir rechercher quel est le clone B responsable de cette sécrétion d'immunoglobuline pathologique et d'exclure les associations fortuites. Donc, toujours important dans votre interrogatoire, examen clinique d'un patient avec un pic monoclonal, examen cutanéo-muqueux, examen neurologique, ou au moins juste apprécier les troubles de l'équilibre et les paresthésies, l'examen cardiovasculaire et rhumato-endocrino.
Toujours un pic monoclonal, ça s'évalue avec une protéinurie, créatinurie sur échantillon. Donc, toujours important vraiment d'évaluer cette protéinurie. Et puis ensuite, de faire un petit peu, comme je vous disais au début, d'évaluer la fonction rénale, la fonction hépatique, de rechercher l'atteinte cardiaque avec des biomarqueurs si vous avez la moindre suspicion. Le dosage de VEGF en cas de pic IgG ou IgA, plutôt lambda, associé à une neuropathie démyélinisante, ou faire des biopsies en cas de protéinurie ou d'anomalies sur la peau particulière. Comment traquer le clone? Donc, c'est ce que vous connaissez, l'électrophorèse des protéines sériques, les chaînes légères, la protéinurie, l'électrophorèse des protéines urinaires, l'immunofixation, ça c'est la base. Après, ce qu'on peut faire, c'est également les heavy light. C'est une autre technique pour mesurer le contingent monoclonal qui ne se fait pas forcément dans tous les hôpitaux, mais qui a une sensibilité un peu plus élevée, que l'on fait vraiment que dans les cas de ces gammapathies de signification clinique à très faible pic ou sans pic monoclonal. Ensuite, il y a la biopsie. La biopsie qui peut permettre d'avancer, en tout cas toujours sur le diagnostic, et toujours la recherche de cette prolifération lymphoïde ou lymphoplasmocytaire avec, c'est ce que je vous disais, le mélogramme, le phénotype, la cytogénétique, la biologie moléculaire. Bon, là, c'est un petit peu répétitif. Et voilà, c'est un petit peu ce que je vous disais, il peut y avoir des fausses positivités de ces anticorps anti-MAG, anti-gangliosine, rester quand même sur la base de la neuropathie périphérique pour exclure le pic monoclonal, ça reste quand même quelque chose de très très fréquent. Donc on peut avoir un pic monoclonal associé à une neuropathie diabétique, ce n'est pas le pic monoclonal qui fait la neuropathie. Donc essayez toujours de rester logique et de faire votre bilan étape par étape. Après, en tout cas, il y a ces associations qui sont quand même bien décrites et qui sont assez appuyées de ces différentes pathologies associées à ce pic monoclonal. Le complément, parfois, peut également permettre d'aider dans la lien de causalité quand il y a une consommation du complément, comme dans l'exanthome et les xanthogranulomes. Et après, il y a tout ce qui est critères épidémiologiques, avec le syndrome de Schlitzer, le scléromyxodème, on ne comprend pas trop le mécanisme, mais dans 100% des cas, il y a ce pic monoclonal. Et puis l'évolution des symptômes avec le traitement, c'est ça surtout qui permet de faire ce lien de causalité. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Je ne vous ai pas trop perdu? Est-ce qu'il y a une place à la mesure de la protéinurie des 24 heures? Disons que c'est pas très fiable en fait. Il faut quand même pisser dans un bocal pendant 24 heures. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'urine perdue. Quand tu es une femme, c'est quand même très compliqué. Et puis, tous les néphrologues diront que protéinurie sur créatinurie, c'est validé. Donc, c'est plus simple en fait, mais il faut savoir l'interpréter. C'est juste ça. Il faut savoir pas passer à côté, mais ça se fait dans tous les laboratoires. C'est vrai que des fois, nous, on est un peu triste de voir des patients arriver au stade de dialyse alors qu'ils ont juste un myélome à chaîne légère. Mais en fait, en ville, les chaînes légères, ce n'est pas remboursé. Donc, si le médecin prescrit les chaînes légères, le patient doit payer 80 €. Donc, il va dire non. Et la protéine, et en plus, tu as un délai, à l'hôpital, c'est à peu près 48-72 heures. En ville, ça peut être beaucoup plus long. Tandis que ta protéinurie, c'est 24 heures. Tu l'as tout de suite, tu l'as partout. Donc, vraiment, une hypogamin des douleurs osseuses, faut penser au myélome à chaîne légère et faire en tout cas une protéinurie créatinurie. C'est simple, on a le résultat rapidement et c'est fiable. Tandis que la protéinurie des 24 heures, c'est plutôt sur le manque de fiabilité et le risque d'urine perdue. C'est quoi le syndrome de Castleman? Enfin, je ne sais pas ce que c'est. Alors, disons que c'est compliqué comme syndrome. En fait,
c'est une définition déjà histologique, avec une prolifération de plasmocytes qui seront polytypiques. Et ensuite, tu as la maladie de Castleman unicentrique et multicentrique. Et puis, tu as la maladie de Castleman associée au VIH et non associée au VIH. Donc, c'est différentes entités particulières qui sont dans des contextes assez particuliers. Tu peux avoir une maladie de Castleman, c'est pas lié à une immunoglobine monoclonale déjà. D'accord. Tu peux avoir la maladie de Castleman unicentrique, souvent c'est non associé au VIH. Tu as une définition histologique, c'est un diagnostic histologique particulier, et surtout des symptômes modérés. Ce sera souvent, je crois, des ganglions ou une masse médiastinale. Le traitement, ça peut être seulement un traitement localisé, la radiothérapie. Et la maladie de Castleman multicentrique, souvent associée au VIH et à l'HHV8. Et là, ce sera avec une altération d'état général, souvent de la fièvre, des signes généraux. Et là, dans ces cas-là, tu as un algorithme un petit peu de traitement en fonction de si le patient est VIH ou VIH-neg. De mémoire, il y aura un peu de Rétux, un peu de KLX, un peu d'étoposide. Voilà, mais il n'y a pas de pic monoclonal par contre. Et donc, on retrouve... Par contre, ouais. Oui. C'est un spectre large, en fait. C'est un spectre qui est assez récent. Donc, on n'a pas, des réponses à toutes les questions sur les liens un peu de causalité et comment fonctionne, quel est le rôle, le mécanisme pathologique de cette immunoglobuline. Mais il y a quand même pas mal d'associations que l'on retrouve et qui sont quand même très intéressantes et qui sont quand même pour le patient, ça permet de... On n'a pas un cancer en tant que tel, mais on a un petit clone qui sécrète cette immunoglobine monoclonale qui est toxique et le traitement de ce clone va permettre une régression des symptômes. Ce qui est assez intéressant, oui. Mais disons que c'est un spectre qui est assez ouvert et je pense qu'il y a encore d'autres choses qui sont à découvrir. C'est sûr que de prescrire une électrophorèse, ce n'est pas non plus ce qu'il y a de... c'est pas non plus ce que chaque spécialité fait. Et il faut garder aussi toujours le même raisonnement. Il y a un clone, quelle est la cellule qui sécrète le clone? Et ensuite, on cible notre traitement en fonction de cette cellule qui sécrète ce clone, lymphocytaire ou plasmocytaire.